va dire, prétexte à un débat un petit peu plus large sur les rapports que peuvent entretenir les journalistes et le cinéma. Donc, d'abord, peut-être une réaction à chaud sur le film. Bonjour à tous, donc déjà merci d'être là. Alors en fait je viens de voir le film pour la première fois en même temps que vous tous, donc je pense que là intervenir sur une table ronde juste après, j'ai besoin d'un petit moment pour redescendre, mais ça pose la question effectivement du rôle de journaliste versus le rôle de cinéaste dans ce type de film, donc en fin de compte répondre à chaud c'est pas une si mauvaise chose non plus. Je pense que sur ce type de sujet, sur ce type de film, tout ce qu'on peut apprendre sur la distanciation, sur le besoin de neutralité et de perspective et d'objectivité et tout ce qu'on entend, en fait on se rend très bien compte que c'est des sujets et des formats sur lesquels on ne peut pas être uniquement journaliste et qu'en fait on est journaliste mais on est aussi humain et on a tous des émotions et que on soit palestinien, de la région ou non, qu'on soit face à un conflit ou non, qu'on sache que ça nous touche personnellement encore une fois ou non, quand on voit les mots de Fatme en train de parler devant nous, c'est impossible de rester impassible et c'est impossible de constamment se dire j'ai une distance. Donc on voit bien que Sepideh garde une distance quand même par moment dans ses réactions, mais on voit aussi son regard et on voit à quel point il est touché également. Pour moi, donc c'est pas si chaud que ça, puisque je l'ai vu lors de sa première mondiale à Cannes, au mois de mai dernier. Bon, il y avait en plus tout un contexte qui faisait que c'était très particulier de voir ce film, puisque Fatem Hassouna avait appris un mois avant que le film avait été sélectionné, et que le lendemain... elle et toute sa famille se sont fait tuer par l'armée. Ils ont bombé leur appartement, voilà. Donc, évidemment, elle n'est pas venue à Cannes. Et donc, il y avait, quand on a vu le film, ça s'est passé aussi dans ce contexte-là où on s'est dit, bon, voilà quelqu'un qui a perdu la vie, elle et toute sa famille, parce qu'elle a pris des photos, en fait, parce qu'elle a parlé d'une situation. Et... comme tu dis, Julie, c'est pas qu'une histoire de journaliste, c'est une histoire d'humain finalement, de devoir rendre compte d'une réalité. Et quand on a envie de dire aux gens ce qui se passe, c'est pas juste l'apanage d'un journaliste. Et moi, ça m'a fait me dire que, ben voilà, on est dans une ère où finalement dire ce qu'il se passe est devenu ultra dangereux et que la vérité n'est plus... on pouvait penser que la vérité c'était quelque chose d'intouchable. Bah, il y a des choses vraies et des choses fausses. Puis bon, quand c'est vrai. Eh bien non. Voilà, aujourd'hui, même en tant que journaliste, ça devient très difficile de pouvoir juste faire son travail. Et si on avait peut-être pu faire notre travail, les journalistes et les documentaristes, eh ben, c'était peut-être pas à Fatem d'aller nous abreuver d'images et de mourir pour avoir fait ça. Voilà. Par ailleurs, moi, ce que je trouve très très intéressant dans le film, c'est cette espèce de double regard qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a la réalisatrice donc, qui propose à Fatem d'organiser ces échanges, ce dialogue, on va dire un peu en zoom d'une certaine façon, et de l'autre côté, il y a Fatem qui, elle, veut témoigner de ce qu'elle voit autour d'elle. Donc il y a ce regard sur une jeune femme qui elle-même se met en danger pour montrer au monde ce qui se passe. Donc là, je dirais que c'est l'extrême. Mais c'est aussi l'extrême parce que à Gaza, pendant des mois et des mois, on n'avait pas d'image d'actualité. On pouvait regarder le journal télévisé, il n'y avait pas d'image parce que les images étaient totalement censurées, manipulées et n'étaient pas des véritables images. Là, la nouveauté, et c'est en ça que c'est aussi un film de cinéma et que je trouve que c'est un film important, c'est que c'est des images de l'intérieur qui ont été filmées, je dirais, complètement à chaud et qui ont pu échapper, et c'est là où la technologie est quand même importante, c'est que le même film, au moment de la guerre du Vietnam, par exemple, il n'aurait pas été possible parce que la technologie n'aurait jamais permis de montrer au monde ce qui pouvait se passer dans un endroit
où il était interdit, a priori, de filmer des choses et surtout de les faire sortir. Donc je trouve que c'est la grande force aussi du film, au-delà, effectivement, de son histoire même, puisque, effectivement, quand Sepideh Farsi a commencé le film, elle n'imaginait jamais que Fatem allait mourir. Et ce qui donne au film un caractère de tragédie qui est absolument incroyable et qui nous dépasse tous. Et pour le coup, ça devient un film très universel. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui se prête bien à une discussion sur, effectivement, les rapports de la presse, des photographes, de tous les gens qui sont là pour témoigner, et du cinéma qui, souvent, reconstitue ou refabrique des choses à partir de la vérité. Là, c'est ce qu'on appelle, pour moi, un exemple de cinéma du réel. Et c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix, quoi. Et c'est à se demander même si c'est vraiment Sepideh Farsi qui l'a réalisé. Parce que du coup, c'est très ambigu. Hein. Oui, ça pourrait être un film de Sepideh Farsi et de Fatem Hassouna. Tout à fait. Oui, co-réalisé. Et il y a en plus alors un atout extraordinaire que d'ailleurs mentionne Sepideh Farsi, c'est le sourire extraordinaire. Moi, je trouve, j'ai vu ce film il y a plusieurs mois, et ça, c'est resté marqué à jamais. J'ai un sourire absolument incroyable, y compris dans les moments les plus tragiques, les moments où on sent que le désespoir est vraiment là et qu'elle ne sait plus quoi croire. Et ça, c'est quelque chose de très précieux et qu'on ne peut pas inventer dans la fiction. On aurait pris un personnage de fiction en prenant cette actrice qui sourit beaucoup et tout, on aurait dit non mais c'est pas crédible, ça va pas, il y a quelque chose qui est contradictoire, c'est même indécent. Et ben là, pas du tout, parce que là, c'est la réalité. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Du sourire? Non, du sourire et du fait que c'est un élément absolument fondamental, quoi. On en parlait tout à l'heure, bon, parce que tu devais aller voir le film, de justement le sourire et le regard. C'est quand même un film sur la guerre, enfin sur l'anéantissement total d'un lieu et de sa population. Et pourtant, ce qui ressort, après je ne sais pas, puisque là tout le monde se fait son propre avis d'un film, mais c'est vrai que beaucoup de gens sont sortis de là en se disant « Waouh, quel sourire !» On se souvient de... D'ailleurs c'est l'affiche du film, parce que c'est vraiment ce qui colle, en tout cas moi c'est ce qui m'a collé à l'esprit pendant longtemps après avoir vu le film. Et est-ce que finalement c'est pas un des apprentissages de ces films ou juste de fréquenter des gens qui ont connu la guerre depuis... parce que bon, Gaza, là on connaît ce qui se passe depuis 2 ans, mais l'histoire de Gaza, ça, c'est quand même lié à un déchirement perpétuel. C'est pas comme les autres territoires, des territoires palestiniens. C'est une histoire bien particulière, donc ce sont des gens qui se sont forgés avec ça, avec cet élément de guerre depuis la naissance, depuis très longtemps. Et donc... ressortir de ce film avec le sourire, finalement on se rend compte que les populations nées et qui ont une identité, qui ont été forgées par la guerre, finalement on se disait que c'était peut-être, s'il y avait une table de Palestiniens à côté, là, à la cantine, ce serait peut-être la table la plus bruyante en riant et en faisant des blagues. Et comme c'est l'année du Liban, on a fait aussi ce parallèle avec le Liban, qui est, bon, tu parleras beaucoup mieux du Liban que moi, mais c'est vrai qu'en voyant ce genre de film, on se dit, ah mais c'est vrai, eux, ils vivent la guerre dans leur chair depuis toujours, et pourtant, ils vont de l'avant, ils sourient, ils sont malgré tout heureux, ils font plein de choses hyper positives. Et c'est peut-être ça qui fait que ça forge cette identité de cette manière-là. C'est un bon rappel. Julie? En fait, ce que j'aime dans ce film, c'est que personne ne se revendique journaliste. Et ça, je pense, c'est important de le rappeler, parce que du coup, c'est certes le thème de la table ronde, mais Fatma ne dit jamais qu'elle est journaliste, elle se revendique photographe, elle dit « je veux documenter ». Et cette idée est vraiment dans une posture de cinéaste, et donc, en tant que réalisatrice, elle peut mettre d'elle-même, elle n'est pas contrainte par les limites du journalisme et de la retenue. En tout cas, pas de la même manière qu'un journaliste. Et c'est ça aussi qui fait que, par exemple, quand on parlait du sourire, là, justement, ce qu'on pourrait prendre limite comme un besoin de garder de la perspective et de la distance de la part des Fatma quand elle s'exprime.
En réalité, c'est juste un... Alors là, c'est là où je vais faire un bel anglicisme, mais c'est un coping mechanism. C'est une manière une manière de survivre pour pouvoir continuer à avancer. Et on voit à travers les images, par petits moments, le masque qui tombe juste entre les... C'est juste... On entrevoit quelque chose, et après le sourire reprend le dessus, parce qu'en fait, elle ne peut pas lâcher tout simplement. Et comme un journaliste qui couvre un sujet qui est très compliqué et qui ne peut pas mettre de lui-même dans son travail, en fin de compte, et juste rentrer à la maison et essayer au mieux de décompresser, elle n'a pas ce luxe, en fin de compte. Donc ce sourire, enfin, il est partout dans ce film, mais c'est aussi un rappel que ce sourire, il est là parce que ils n'ont plus rien d'autre. Exactement, il n'y a plus de choix, ils n'ont plus rien d'autre que ça. Et c'est intéressant de voir ce sourire en contraste avec ces images qui sont tellement dures qu'elles nous montrent, notamment le sang, enfin, il y a des moments où on voit qu'il y a quasiment des boyaux, enfin, c'est horrible. Et en fin de compte, elle nous montre ces images et on voit qu'elle est désensibilisée et que pour pouvoir survivre à ces images, elle doit se raccrocher à tout ce qui lui reste, et c'est ce fameux sourire. C'est aussi un film sur la résilience et sur la façon de finalement, c'est ce que vous disiez, de vivre avec tellement finalement de douleur, de souffrance, de choses horribles, et d'arriver à être plus fort que tout ça, d'une certaine façon. Il y a quelques mois, il y a un autre film qui est sorti sur un médecin qui travaillait, je ne sais plus dans quel hôpital également. Ouais, et c'était pareil, c'était un homme qui était profondément positif alors que ses enfants avaient été tués par les bombardements. Enfin, c'était incroyable. Et c'est des gens. Alors, est-ce que ça veut dire que ces gens, ça leur forge une carapace qui fait qu'ils pourront résister à tout? Ou est-ce que... Moi, la question que je me suis posée, en fait, c'est que ça, on n'a pas vraiment la réponse. C'est que Sépidé a contacté cette jeune femme, mais pourquoi cette jeune femme? Et parce qu'elle serait tombée, je suis sûr qu'elle aurait pu tomber sur une jeune femme beaucoup moins souriante et peut-être dans la lamentation, dans la douleur. C'est ça qui est aussi un miracle. Alors est-ce que ces gens qui ont une réaction, je veux dire, irrationnelle au malheur, une force qui fait qu'on est attiré par eux? J'ai pas la réponse. Non, mais on peut se demander, parce qu'il y a des points communs, justement, entre ces deux... Ouais, mais déjà leur rencontre, je pense qu'elles s'étaient rencontrées un an avant, où c'est des amis qui les avaient introduites l'une à l'autre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et à la base, c'est Sépidé qui devait faire son film. Oui. Voilà. Et le fait que ça se passe comme ça, et qu'au final, est-ce que Fatem serait morte d'une autre bombe à un autre moment, je ne sais pas. Donc, personne ne peut savoir, mais moi j'ai envie de me dire qu'il y avait quand même une bonne partie du destin qui a fait que c'est elle qui s'est retrouvée sur sa route pour raconter cette histoire de cette manière-là. Bon, alors il y a la suite funeste qu'on connaît à l'histoire. Moi, j'ai envie de me dire que oui, ça devait certainement se faire comme ça. Oui, parce que ce film, en fait, il réalise malgré lui une sorte de fantasme ultime des scénaristes, qui est de filmer la mort en direct, même si on ne la voit pas, qui est quelque chose d'abominable et de fou. Mais en l'occurrence, là, ça prend un sens et ça donne un sens au film qu'il n'aurait pas eu, je pense, dans un autre cas. Et ça, c'est quelque chose d'aussi fondamental, quoi. Et je pense que le fait de le regarder aujourd'hui pendant que les troupes israéliennes sont en direct en train de se retirer. Après, j'ai pas vu les dernières informations que j'étais là, mais ça prend encore plus de sens quand on connaît la suite et que nous, on est en train encore une fois, d'observer la suite sans pouvoir rien faire. Ça donne une dimension au film complètement surréel mais terrible. Il n'y a rien de positif en fin de compte là-dedans. Et par contre, je voudrais juste revenir sur le mot résilience. Là, c'est le côté libanais qui va parler davantage. Je sais pas, on l'entend souvent chez les Libanais, mais je suis sûre si on demandait à des Palestiniens ou à des Syriens
beaucoup d'autres nationalités ce qu'ils en pensent de ce mot. Et moi, c'est un mot que je ne peux plus entendre du tout. Et on entendra beaucoup de Libanais dire je ne veux pas. En fait, le problème de résilience, c'est qu'il y a une sorte comme si c'était quelque chose d'honorable et de noble et de positif. Mais souvent, quand on est résilient, c'est qu'on est forcé de l'être. C'est parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre choix pour avancer que d'être résilient. C'est où j'avance, où je baisse les bras, où j'avance, où je meurs, où j'avance, où je perds tout. Enfin, il n'y a rien de positif à ne pas être résilient, en fin de compte. Et c'est pas un choix, et ça c'est quelque chose... moi j'ai du mal à l'entendre de plus en plus, ce mot-ci. J'ai du mal à entendre le fait qu'on nous dise « les Libanais, vous êtes si résilients, c'est incroyable ». Et je pense que pour les Palestiniens, et notamment les Gazaouis, il y a un côté où évidemment on ne peut que louer le fait qu'ils continuent de résister, ils sont toujours là et ils continuent d'avancer, mais je suis à peu près sûre qu'en fin de compte, si ça pouvait être autrement, et elle le dit dans le film en fin de compte, si ça pouvait être autrement, j'aimerais que ça le soit et je le souhaite à personne de vivre ça. Donc ça forge, effectivement, et il y a du bon qui en ressort, mais il faut mettre beaucoup de nuances avec. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des... Oui, madame? Je n'ai pas de questions, j'ai simplement une remarque à faire. J'en aurais des milliers, mais ça serait trop court, je ne veux pas accaparer la parole. Mais je me dis, depuis que l'humanité existe, on refait les mêmes erreurs. On bâtit, on détruit. Et dans ce film, ça ne me console pas, mais ce qui me donne envie de réfléchir, c'est sur cette espérance. Donc l'humanité passe son temps à faire des guerres, à reconstruire. Il y a les gens qui détruisent, ceux qui rebâtissent. Et le sourire de cette femme, ça donne une espérance folle. C'est de la folie. Moi, je n'emploierai pas le mot résilience. Mais je me dis que malgré les erreurs, comment on peut laisser faire ces massacres, que ce soit de n'importe quel pays, n'importe quel côté, le massacre des innocents qui recommence. Moi, je suis émue aussi parce que je pense à deux amis artistes à qui on a brûlé les pieds, qui est connu d'ailleurs, mais je tairai son nom par pudeur. Et celle qui a été égorgée, voilà, parce qu'elles ont dénoncé les massacres dans leur pays, l'Afghanistan, l'Algérie, voilà. Donc, dans ce film, je rends hommage à ces deux femmes aussi. Et merci de parler de résilience, parce qu'il n'y a pas de résilience dans ces cas-là. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Oui, je voulais dire que je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, madame, qui est libanaise. Je suis en relation presque quotidiennement avec une amie palestinienne, Jenin, et nous avons alors évidemment pas la même dimension, parce que Jenin, c'est pas encore Gaza, et encore, enfin, presque. C'est la même histoire, on se téléphone, et elle me demande comment je vais, moi, avant que moi j'ai pu lui demander comment elle allait. Et elle va être aussi, et on parle d'autre chose aussi. Elle aime entendre qu'est-ce que tu fais, que deviennent tes enfants en ce moment, raconte-moi. Parce qu'ils ont besoin de savoir. Maintenant, effectivement, pour avoir vu les derniers témoignages des gens de Gaza, ils n'en peuvent plus, ils sont prêts à tout. Et là, je dois dire non, alors arrêtez avec les sourires et tout ça. Je crois que la situation, alors peut-être, bon, effectivement, ça va... peut-être un changement, et encore on ne sait pas du tout sur quoi ça va déboucher, mais la situation actuellement, les gens n'en peuvent plus. Merci. Je pense que c'est important justement merci madame pour votre intervention. C'est ce que Leila disait au tout début de la table ronde, c'est qu'il y a quand même un contexte dans lequel ce film sort, et c'est 2024. Et maintenant on est en octobre 2025, et je ne sais pas si ce sourire on ne saura jamais, effectivement, mais ce sourire, est-ce qu'il se serait effacé à terme? On ne le sait pas. Et surtout, là, on regarde tous ensemble aujourd'hui dans un contexte... Enfin, même notre ressenti d'aujourd'hui n'aurait pas été le même il y a encore 1 an et demi. Il y a tellement de choses qui ne s'étaient pas encore déroulées. Enfin, là, tout ce qu'on voit, le plan Trump,
le cessez-le-feu qui est en cours, mais on ne sait pas s'il va tenir, on n'est qu'à la première phase, mais on ne sait pas si on arrivera à une phase 2 dans tous les cas, etc., etc. On arrive en regardant ce film avec ce contexte en tête, et c'est important aussi pour ce film aussi de savoir qu'on a des données nouvelles depuis, pour mieux peut-être l'absorber. Mais puisque le contexte est tout nouveau depuis hier, on a vu, vous avez certainement vu des images passées, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Philippe, à l'annonce du plan, même si ça n'est pas fait et qu'on va attendre de voir que les troupes se retirent bien, que les otages rentrent, etc. On verra si cette phase 1 existe vraiment, mais à cette annonce, il y avait des gens en liesse à Gaza et on s'est dit, mais tu te rends compte, ils ont perdu leur famille dans des conditions atroces et on les voit hurler de joie, ce qui est certainement normal qu'on te dit que ça va s'arrêter. Et ça replace la question de c'est quoi ton rapport à la vie, parce que eux, malgré l'horreur qu'ils vivent tous les jours depuis des années, ils réussissent encore à sourire, à être heureux, à profondément se réjouir, juste de pouvoir se dire qu'ils ne vont pas mourir. Et nous, on est là, on a tout. Et donc, je pense que ces moments-là, ces images qu'on voit, c'est aussi important pour nous autres, en tant qu'observateurs, parce que c'est dur d'être observateur aussi, de se dire, qu'est-ce que je peux faire ? Même en tant que journaliste, je ne peux pas aller là-bas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis là, les bras comme ça, et puis quoi ? Tu relayes des messages sur les réseaux et tout, mais c'est dur aussi de se dire, il se passe ça et je ne peux rien faire. Et déjà, s'il y a cette prise de conscience que le rapport à la vie, ça peut nous faire changer notre vision des choses par rapport juste au fait d'être en vie, je pense que c'est déjà quelque chose qui honorerait en tout cas ceux qui y sont partis. Juste, ça nous rappelle aussi que la guerre ne les définit pas. Et je pense que ce que, madame, quand vous dites, vous parlez à votre amie de Génine, par exemple, et qui veut parler d'autre chose, parce qu'elle veut juste tout simplement respirer, et juste parce qu'il y a encore de la vie ailleurs, c'est parce qu'en fait, nous, on ne les voit qu'à travers un seul prisme, parce que forcément, quand on est à l'extérieur, on ne voit que ça, on voit que les informations, et on voit que le pire, mais ça a du sens, parce que c'est ce qui est le plus important à raconter maintenant, à l'instant T, quand on est à l'extérieur. Mais en fait, quand on est à l'intérieur, la guerre, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est vraiment la guerre ne nous définit pas à ce moment-là. C'est quelque chose que j'ai vécu comme vous, avec mes amis, quand il y avait la guerre au Liban, où moi je ne pouvais pas rentrer. Eux, tout ce que je voulais, c'était juste savoir s'ils allaient bien, parce que je voyais les informations constamment tomber. Et eux qui me disaient, mais nous, on veut, juste raconte-moi ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ou bien me raconter des choses qui pour moi me paraissaient tellement mondaines, et je ne comprenais pas comment ils pouvaient penser à ça à ce moment-là. Et en fait, c'est juste que il y a une vie au-delà, et c'est pour ça qu'il y a des rêves qui persistent, il y a des ambitions qui persistent, il y a de la beauté dans leur quotidien malgré tout, et c'est ça aussi qui ressort de tout ce qu'on a vu en fait aujourd'hui. Ce qui n'est pas en fait qui s'installe dans le dialogue entre Sépidé, leur dialogue il ne fonctionne pas comme ça en fait. Ça serait intéressant peut-être de lui demander. Alors, il y a une chose, je ne sais pas si vous le savez, qu'on n'a pas précisé, enfin elle l'a dit, donc on le comprend, c'est que Sépidé Farsi est à l'origine une cinéaste iranienne qui est réfugiée en Europe depuis des années, donc elle a fait la plupart de ses films en France et dans d'autres pays européens. Et donc en plus, elle est dans une situation elle-même particulière, puisqu'elle est, je dirais, déracinée. Et en plus, elle s'intéresse donc à des gens qui eux-mêmes sont des victimes. Alors, avec un point commun, c'est le même ennemi, entre guillemets, qui est Israël. Mais ça n'intervient pas vraiment, en fait, dans le film, parce que ce n'est pas le sujet. Mais je trouve intéressant que le vécu de ces deux femmes soit ainsi, pas vraiment parallèle, mais il y a un écho, il y a quelque chose. Et moi, je trouve que ce que j'aurais aimé, c'est savoir ce que Sépidé, effectivement, elle-même, si elle était un tout petit peu plus présente, quoi. Je ne sais pas si c'est le but du film, en fin de compte. Je pense qu'elle s'est effacée complètement derrière. Parce que quand on voit quand elle filme et que les appels se terminent, on voit le nombre de minutes qu'elles ont parlé. Oui. Et donc, parfois, c'est 43 minutes, etc., etc.
Et donc, on sent que Sepideh lui a raconté des choses personnelles. On le tremble, ouais. Et c'est pour ça aussi, enfin, moi, chaque fois que je vois le visage de Fatem, je me dis, c'est son petit souffle de vie de l'extérieur, en fait. Ces appels, je pense que ça devait lui faire un bien fou de pouvoir passer comme ça presque une heure avec quelqu'un qui est en France et qui, voilà, qui parle. Alors certes, qui pouvait être un relais pour parler de ce qui se passe, mais aussi juste autre chose que ce qu'elle voyait du matin au soir chez elle, quoi. Je pense que c'est hyper important de maintenir cette ligne de vie avec l'extérieur. Comme tu dis, la guerre, ça ne définit pas les gens. Et souvent, en fin de compte, ces lignes de vie, c'est souvent le rapport qu'on entretient en tant que journaliste avec des sources. Et c'est horrible de dire le mot source dans ces moments-là parce qu'on ne les considère pas comme des sources. C'est parfois bientôt des amis par moment, mais c'est des gens en tout cas dont on se sent proche alors qu'on ne les connaît pas et on ne les voit pas. Dans le cas de la Palestine, en l'occurrence, et de Gaza spécifiquement, comme le fait de ne pas avoir accès, les seules lignes de vie, c'est les Palestiniens, les Gazaouis eux-mêmes. Et en fin de compte, c'est pas juste une interview et après on ferme le téléphone et advienne que pourra. Le contact, on est obligé de le garder. Il y avait des situations similaires pour le Yémen, où à un moment c'était absolument impossible de mettre les pieds au Yémen. Et donc les seules lignes de vie effectivement qu'ils avaient et que nous on avait, c'était ces WhatsApp, ces vocaux, enfin tout ce qu'on pouvait avoir. Et très vite on est obligé de tisser des liens avec eux. Et quand je dis obligé, c'est parce qu'en fait on se sent touché profondément et que oui, ils vont nous donner des informations pour nos papiers qui vont nous être extrêmement précieuses parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe sur le terrain. Ils sont nos yeux sur le terrain à ce moment-là. C'est eux-mêmes un peu des journalistes en fin de compte et nous on n'est que la voix pour relayer ce qui se passe. Mais on ne peut pas faire autrement que de nouer un lien plus fort avec eux que juste un rapport de journaliste à source. Je crois que madame voulait intervenir. Oui. Juste un détail, une remarque, c'est que cette femme iranienne a été torturée dans les prisons iraniennes. Il ne faut pas l'oublier. Et à un moment donné, elle le suggère justement à cette femme qui sourit. Elle lui fait comprendre qu'elles aussi, elles ont un point commun. Elles ont appris le mort en prison. Donc je pense que cette femme iranienne, elle a pudeur de ne pas raconter ce qu'elle a dû subir et vivre. Voilà. Et ça me fait penser à ça aussi. Voilà. Merci. C'était le sujet d'ailleurs de deux de ses films précédents. Oui, c'est abominable ce qui se passe. Ce qu'elle a vécu. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir ? Moi, je voulais intervenir sur ce qu'a dit la dame, Jean-Philippe. Oui. Tout à l'heure, vous disiez comment est-ce qu'on peut ne pas apprendre de l'histoire, puisque, a priori, en 2025, on a quand même pléthore d'archives sur un nombre de guerres incalculables, et pourtant, on se retrouve encore dans une situation pareille, et pas qu'à Gaza. C'est le bazar partout, on dirait. Et on se pose la question, mais... avant, on pouvait dire qu'on ne savait pas, ou ça prenait du temps avant d'avoir les vraies informations, avant de sentir l'ampleur de ce que c'était. Aujourd'hui, on le sait quasiment à l'instant T, puisqu'avec les réseaux sociaux, on se lève le matin, on se couche le soir, il y a des images de partout. Et en tant que journaliste, je ne sais pas ce que ça te fait toi, mais parfois... on arrive à un moment où on se dit à quoi bon ? Je le dis, je l'écris, je montre, je donne des preuves. Oui, parfois on dit que je mens. Bon, ça, voilà, on parle du rapport à la vérité qu'on évoquait tout à l'heure, mais j'en suis venue à la conclusion que c'était quand même important de faire ce travail parce qu'on ne peut pas ne pas le faire. Mais à côté de ça, il y a aussi la force du cyclique de l'histoire. Et j'ai le sentiment que la vie, comme ça, c'est toujours des cycles plus ou moins longs et qu'on finit toujours par arriver au moment du cycle où ça doit revenir. Et on doit le traverser, non sans rien faire,
mais que ça va être des passages obligés de l'histoire, même peut-être que là ça va s'arrêter, et on va reprendre, je sais pas, 30, 40 ans, ce sera génial, et que dans 70 ans encore, dans 100 ans, ça sera la même chose. Mais dans ces cas-là, nous, notre travail en tant que cinéaste ou en tant que journaliste, à quoi sert-il? À rendre compte de notre évolution en tant qu'être humain. Parce que je pense qu'on est créatif aussi dans l'évolution de ces cycles, on ne fait pas les choses pareilles. Donc voilà, c'était juste pour rebondir parce que je me suis posé la même question que vous en me disant pourquoi quoi. Oui, mais c'est vrai alors déjà, c'est vrai qu'on n'apprend pas du passé, visiblement, donc ça sert à rien. Le comble, cela dit, il y a quand même, en Afghanistan, par exemple, cette semaine, c'est passé complètement inaperçu, ils ont coupé complètement Internet. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils sont vraiment coupés du monde. Donc là, il peut se passer alors là, les pires abominations, on n'en saura rien. Donc il y a encore malheureusement possibilité de faire ce qu'ont fait également quand même les nazis avec la Shoah, qui ont essayé d'effacer toutes les preuves, ce qui ajoutait de l'horreur à l'horreur. Parce que, je veux dire, être criminel, c'est évidemment une horreur, mais alors en plus, être criminel en ayant calculé avant qu'on va effacer toutes les traces de son crime qui n'aura jamais eu lieu, non seulement ça prête lieu au révisionnisme, mais surtout ça fait qu'il y a un tout petit point d'interrogation dans l'histoire qui pour certaines personnes n'est pas un point d'interrogation. Et ça c'est très dangereux. Et c'est là où les journalistes doivent être aussi une sorte de rempart, même si c'est bien prétentieux et bien ambitieux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose qu'on a vu avec Gaza et qui était plutôt nouveau en fin de compte, c'est que la montée des réseaux sociaux pour s'informer, en fin de compte, on a vu l'explosion totale du phénomène. C'était en 2011 au moment des révolutions et du printemps arabe. Et c'est le moment où vraiment ça explose complètement. Mais encore une fois, on était sur des qualités de vidéos qui n'étaient pas incroyables, très pixelisées, donc beaucoup de gens qui remettaient en question beaucoup de choses qu'on voyait. Ça explosait dans tous les pays, donc on nous disait non, c'est pas là, mais en fait c'est là, etc. etc. Donc il y avait beaucoup de remises en question de en fin de compte, la vérité, mais du coup avec un point d'interrogation pour tout le monde. Et ce qui est nouveau avec Gaza, donc la Syrie était l'un des conflits ou l'une des guerres qui étaient les plus documentées au monde. Et en fin de compte, on se retrouve avec Gaza maintenant, qui est l'une des plus documentées au monde également, mais qui est également remise en question avec des nouvelles choses. Cette fois, on avait déjà entendu qu'il y avait des théâtres où les scènes étaient filmées, etc. pour la Syrie. Maintenant, c'est un nouvel argument qu'on a encore pour Gaza, comme quoi c'est une sorte de Gazawood, donc un peu un Hollywood pour Gaza où tout est fake et tout est filmé. Mais aussi, ce qu'on a de nouveau, c'est qu'au-delà de ça, c'est que on a de la qualité d'image qu'on n'avait jamais eu auparavant pour documenter ce type de conflit. Sauf que, comme ce sont des journalistes palestiniens, la parole du journaliste palestinien est remise en question et selon un critère qui sort de nulle part, comme quoi un journaliste palestinien est moins journaliste qu'un journaliste étranger et à un temps souvent occidental en fin de compte, pour documenter la guerre. Et ça c'est nouveau, parce qu'on ne l'avait pas avant, étant donné que sur les terrains précédents, là je parle du Moyen-Orient spécifiquement, les journalistes internationaux pouvaient rentrer. Donc un correspondant de un tel, lui il est habilité à raconter la vérité, il va utiliser un fixeur local, un fixeur, je ne sais pas si vous savez ce que c'est souvent les correspondants ont des personnes sur lesquelles ils s'appuient, des locaux en fin de compte, qui vont les aider à organiser leur reportage, à trouver des sources, à trouver des sujets, etc., etc. Et donc typiquement les Palestiniens qu'on voit maintenant à Gaza documenter leur propre guerre auraient sûrement été des fixeurs pour d'autres médias internationaux, et en fin de compte là c'est eux qui ont le récit en main. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et du coup, on le remet en question parce qu'ils ne pourraient ne pas être neutres, parce qu'eux-mêmes vivent cette situation. Et par au-dessus, et là, on ajoute une nouvelle couche qui est plus récente en fin de compte, c'est l'intelligence artificielle. Parce que ça, c'est aussi tout nouveau, c'est qu'en fin de compte, avec le fait de plus tout à fait savoir, de plus pouvoir tout à fait distinguer le vrai du faux, d'avoir Trump qui est capable de nous publier une vidéo en nous disant que Gaza sera la future Riviera, enfin, n'importe quoi complètement. Mais c'est nouveau. Et c'est aussi une nouvelle manière de nous mettre des images en tête pour préparer les audiences
à différentes choses qui pourraient arriver par la suite. Ce qui nous paraissait encore impensable il y a 2 ans, d'un seul coup on l'a vu imagé et on se dit que c'est peut-être, ça pourrait arriver pour de vrai. Et ça c'est dingue, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire du monde moderne en tout cas. Par ailleurs, il y a un élément très important à souligner aussi, c'est que Gaza est l'un des endroits où il y a eu plus de journalistes assassinés de tous les conflits qu'il y a eu dans les 10 dernières ou 20 dernières années, ce qui est énorme. Donc il y a je dirais, un acharnement systématique pour essayer d'empêcher les gens de témoigner, en fait. Donc ça, c'est plus très, d'une très grave centaine. aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est un élément aussi fondamental. Parce que... Je dirais que cette envie de faire taire les journalistes, déjà de bloquer l'entrée à une zone de guerre à des journalistes, je sais même pas c'était quand la dernière fois que ça s'est fait. Non, ça pu se faire dans des pays fermés, comme justement l'Afghanistan, la Birmanie à une époque, des pays, mais vraiment fermés au reste du monde. Mais même en aujourd'hui, Afghanistan, on a difficile. des journalistes qui... Oui, mais maintenant, là, je pense que c'est un peu compliqué. Ouais. Oui, il reste encore des journalistes en Afghanistan. Gaza, c'est vraiment l'endroit où on a interdit à tous les journalistes d'entrer, et des journalistes vraiment rodés à l'exercice, même des indépendants, je veux dire, qui n'étaient pas affiliés à une rédaction spécifiquement. Donc la réponse est dans la question un peu, si vous voulez, c'est une preuve d'elle-même de ce qui est en train de se passer. Donc ce rapport à la vérité, qui est de plus en plus complexe depuis ces dernières années, pour moi, là, il est assez évident. Là où on ne veut pas avoir de journalistes, c'est qu'il faut justement en avoir. Bien sûr. Des réactions, des questions? Oui? Le micro arrive, je crois. Nous avons un film au programme de Tarzan et Arab Nasser, Once Upon a Time in Gaza. C'est un film de fiction. Et les frères Nasser revendiquent le droit à l'imagination, revendiquent le droit de faire du cinéma, de la fiction. Et certes, ils ont été critiqués par un certain nombre de médias à Cannes. Le film a été proposé à Cannes. Et ils ont été critiqués pour avoir présenté, à l'heure actuelle, dans la situation extrêmement grave de Gaza, de présenter ce film. Ma question est de savoir si des cinéastes sont autorisés à faire de la fiction dans une situation comme celle qu'on connaît à Gaza. Donc ils ne sont pas journalistes, ils ne sont pas documentaristes, ils revendiquent le droit à la fiction. Moi j'ai trouvé fantastique qu'ils puissent faire ce film sur Gaza, en plus ils sont de là-bas. J'ai trouvé fantastique qu'on puisse parler d'une situation de guerre avec un prisme aussi différent. Parce que comme ce que disait Julie, la guerre ne définit pas les gens qui la vivent. Et ben on peut être né et on peut vivre dans un pays déchiré par la guerre et pourtant être cinéphile, avoir envie de raconter des histoires, être drôle. Parce que Once Upon a Time in Gaza, ça parle de la situation, mais c'est pas le sujet principal du film. Ça parle d'amitié, ça parle de façon de s'en sortir, un peu de contrebande. Ça parle aussi de ce qu'on veut nous faire dire. Donc à quel moment on reste, nous, avec notre propre vision des choses, qu'on puisse garder son libre arbitre, quand tout voudrait... parce que dans Once Upon a Time in Gaza, on comprend qu'on veut faire dire des choses au protagoniste, et lui, il reste sur sa ligne. Et j'ai trouvé génial qu'on puisse avoir un film comme celui-ci, de Sepideh Farsi, qui est vraiment, c'est du cinéma du réel, on voit des scènes réelles, et on parle de ça, et un autre film qui se passe là-bas, et on se dit, tiens, on peut envisager des Gazaouis comme autre chose que juste des personnes qui sont victimes d'une guerre, d'un génocide. C'est là, ça existe, mais en fait, ils sont aussi... il y a plein de choses. Et un être humain, c'est tellement complexe. Et le cinéma, c'est vraiment la meilleure chose sur Terre, à mon sens, qui existe
pour pouvoir rendre compte de cette complexité qu'on oublie si on fait que regarder les réseaux sociaux, qu'on regarde les informations. On passe complètement à côté de ça et c'est très dommage. Donc je trouvais ça génial de pouvoir voir le film des frères Nasser cette année. Et d'ailleurs, je crois que vous avez aussi From Ground Zero dans la programmation, si je ne me trompe pas. C'est une collection de plusieurs films courts réalisés par des Gazaouis. Et c'est des enfants, des adultes, enfin vraiment, il y a de tous les âges en gros. Et en fait, ils ont un peu carte blanche pour faire un film court. Et on leur dit, faites ce que vous voulez, plus ou moins. Et on se rend compte que dans les films qui ont été proposés et qui du coup sont dans cet ensemble, il y a évidemment du documentaire où ils documentent leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on est plus habitué à voir du coup à travers les réseaux. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de fiction, et il y a de la comédie, et il y a de... Alors ça revient un peu avec ce qu'on disait au tout début de la conversation, on peut aller au-delà de la destruction et de la guerre, parce que l'humain reprendra toujours le dessus. Et je pense qu'effectivement, la fiction, c'est souvent aussi un moyen de dire des choses très graves, d'une façon plus légère, qui fasse que finalement le public, le spectateur moyen, soit plus facilement touché aussi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont conçu leur œuvre comme ça. Il y a des films, on voit, alors ça paraît toujours assez étrange, on voit régulièrement des films ukrainiens qui filment la réalité de l'Ukraine aujourd'hui, mais c'est pas forcément, ce ne sont pas des films de guerre pour la plupart. Hein. Ce sont des films qui montrent ce qu'on ne voit pas, justement. Donc ça, je trouve que c'est très fort. Et ce qui est très fort, c'est qu'il y ait encore des artistes et des créateurs qui aient la force et la volonté de continuer leur travail et de continuer à tracer leur route dans ce paysage apocalyptique, quoi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est inhérent au cinéma et qui existe depuis toujours, on va dire. Ouais. On n'a pas parlé justement le côté technique du film. Ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, c'est quand même Seyfudeh Farsi qui réalise ce film, donc quelqu'un qui a quand même fait La Sirène, qui peut avoir des financements, qui, en termes techniques, maîtrise vraiment le cinéma, là, vraiment avec un grand C, et nous propose un film qui est fait avec très peu de moyens, en fin de compte, mais surtout, elle nous remet un peu un miroir en face sur à quel point, et là je nuance, c'est facile d'avoir accès. Quand je dis c'est facile, c'est dans le sens, c'est juste son téléphone. Elle est sur Instagram et elle l'appelle comme ça ou sur WhatsApp. Et c'est limite du mondain, on entre dans son intimité aussi. Évidemment, c'est pas facile d'entrer en contact, enfin, là on l'a vraiment vu dans le film. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ce soit pas surproduit, ça ne fait que monter le film, que l'élever davantage. Parce que là, on ne peut rien questionner, il n'y a rien de faux. C'est pour ça que ça serait intéressant de voir ce qu'on ne voit pas dans le film, en fait. Voilà, parce que est-ce qu'elle a donné aussi des consignes, peut-être en disant il faudrait que tu me filmes ça, que tu te mettes comme ça devant la caméra et tout ça. Il y a sûrement cette partie-là qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui est tout à fait étrange en plus. Après, dans tous les documentaires, on ne voit pas. Non, bien sûr. Non, mais là, la différence, c'est que le regard n'est pas le sien, en fait. C'est là où je disais qu'il y a un double regard, et c'est passionnant. L'une étant le miroir de l'autre, en fait. On peut faire un film comme ça avec les moyens du bord. Aujourd'hui, on peut raconter les histoires d'une multitude de manières. C'est pour ça qu'effectivement, comme tu dis, c'est pas que c'est facile, mais c'est possible. Et tant qu'on a une connexion, tant qu'on a un téléphone qui traîne, même avec des pixels, tu vois, là, le printemps arabe, c'était pixelisé, mais on l'a vu, et ça a fait ce que ça a fait. Il faut y aller. En fait, c'est juste se dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter, et est-ce que c'est juste ce que je vois, parce qu'on parlait des films de guerre tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut raconter la guerre? On n'est pas obligé de montrer toujours des armes ou des morts en direct. Il y a plein de façons de parler de la guerre. Il faut juste avoir envie de raconter les choses un peu de son point de vue. Et quand on se demandait nos films préférés, nos films de guerre préférés, il y en a on ne voit jamais une scène de guerre pendant toute la durée du film. Et là, on voit quand même des petites choses ici, mais
on se fait son idée en voyant ces photos, c'est fixe. Et ça suffit pour comprendre que c'est très grave. Oui, c'est un peu le hors-champ de, entre guillemets, l'actualité. Voilà, mais c'est là aussi où c'est une grande différence. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent les reportages et les documentaires c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Et ce film, et là, on est la preuve, c'est qu'il y a vraiment une entreprise globale avec un regard très particulier et donc un propos aussi qui est très articulé. Du coup, là, il nous manque la personne principale. Donc, c'est Pidef qui peut nous répondre à ces questions, de voir comment la collaboration s'est effectuée, etc. Mais ce qui est intéressant dans le fait qu'il y ait ce hors-champ à travers les photos, le fait qu'on voit les moments où elle regarde les informations, où elle est coincée derrière ce téléphone et cette reconnexion qui ne se reconnecte pas, c'est qu'elle nous met en fait à sa place. Et qu'en fin de compte, on ne sait pas. En fait, elle est tellement. En fait, elle est là, mais elle est suffisamment en retrait pour qu'on ressente son impuissance aussi, comme si c'était nous aussi, quand on voit ça se reconnecte, on a envie que ça se reconnecte tout comme elle, alors que c'est pas nous qui allons parler à fin de compte. Mais ça, je trouve, c'est tout à son honneur, en fin de compte, de cette mise en retrait, et d'avoir de même pas savoir forcément comment elles ont collaboré, c'est pas forcément ça qui est le plus important. Non, mais je veux dire, c'est des questions, évidemment, mais que quand on regarde le film, à la fin, on veut juste entendre sa voix et juste écouter ce qu'elle a à nous raconter. Oui, on aurait aimé la voir après. Oui, je voulais rebondir sur 2-3 petites choses par rapport à tout ce débat. Non, mais c'est vrai, je pense que... Parce que vous disiez en fait qu'en même temps, c'était un pays où il y avait... Enfin, Gaza, c'était très très documenté. Oui, c'est documenté, mais effectivement, dans une sorte d'orientation comme ça qui a à voir avec l'événement. Mais là, on est vraiment dans autre chose. Et c'est vrai que c'est intéressant. En fait, c'est vraiment une amitié qui se forge comme ça entre deux femmes sur plus d'un an. Donc on n'est pas du tout dans le... Voilà, et je trouve que c'est ça qui est vraiment très très important. Il y a une forme d'empathie comme ça, de relation très très forte entre ces deux femmes. C'est vrai que ça aurait pu être une forme de film qui aurait été signé à deux, en fait, de collaboration, de co-réalisation. Parce qu'effectivement, oui, alors on peut être abreuvé comme ça d'informations tous les jours, essentiellement par les télés, par les radios, etc. Mais là, on est vraiment dans autre chose. Et je trouve que c'est ça vraiment c'est un peu la force du film, parce que vous disiez, est-ce que c'est... Oui, effectivement, c'est un film de guerre, c'est un film de guerre. Il n'y a pas forcément, oui, on entend des choses, etc. Mais c'est toute la force un peu du hors-champ qui passe comme ça par le témoignage de cette femme admirable. Non, et moi, tout ce que le plus que j'ai appris que j'ai dû apprendre sur Gaza, c'est effectivement alors c'est pas par des journalistes, par des gens qui ont été à Gaza, des médecins comme ça, des médecins français qui sont partis comme ça quelques mois et qui venaient ensuite documenter, qui venaient témoigner, qui avaient pris des photos, qui avaient pris des films, qui venaient raconter en France. En tout cas, moi, j'ai eu pas mal de contacts comme ça avec des médecins ou d'autres, de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient vécu pendant leur mission de quelques mois. Et ça, c'était vraiment d'abord très important. Puis c'était vraiment des témoignages comme ça au long cours. Et je pense que c'est ça qui manque un peu dans cette espèce de maelstrom d'information, c'est de prendre le temps, comme on a fait là pendant 2 heures, de se poser, et puis d'avoir effectivement une sorte de travail sur un témoignage au long cours qui dure plus d'1 an, là en fait en l'occurrence, quoi. Et le fait qu'il n'y ait effectivement aucun journaliste qui puisse entrer à Gaza, moi j'y réfléchissais, mais je me demande si c'est pas effectivement, s'il y a eu des précédents, en tout cas ça interroge énormément sur la nature du régime israélien en tout cas. On parle de ce flux continu d'informations, justement. On se dit, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen qui a la possibilité d'agir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on n'a jamais reçu autant d'images directement sur nos appareils personnels à la maison. C'est même pas sur la télé, c'est dans notre téléphone, qui est dans notre poche tout le temps, dans notre sac. Et si on veut, à chaque fois qu'on va le sortir de notre poche, on va tomber sur une image de Gaza potentiellement, ou d'Ukraine, ou d'autres choses. Mais il y a aussi avec la question qui se pose, moi la question que je me pose beaucoup, c'est notre rapport à l'image et notre rapport à l'information. Une fois qu'on a cette information et qu'on voit cette image, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans la façon dont on consomme l'information, c'est maintenant beaucoup via les réseaux sociaux. On peut encore être abonné à un journal papier, mais c'est de plus en plus rare. Mais c'est rare qu'on prenne le temps de s'asseoir pour lire les nouvelles le matin
et faire ça le soir. C'est comme ça qu'on le faisait avant, on le fait plus du tout comme ça. On a un flux continu d'informations. Mais du coup, quand on va tomber sur quelque chose, une image, une vidéo qui provient de Gaza en l'occurrence, dans notre fil d'actualité, il va aussi avoir, juste en dessous, autre chose que notre algorithme sait qu'on consomme. Peut-être que ça va être des pâtisseries, peut-être que ça va être, je sais pas, bon, des vêtements qu'on aime bien, et peut-être que ça va être un truc sur un concert, avoir le week-end, enfin, je ne sais pas à quoi ressemble votre fil d'actualité, mais ça va vous ressembler en tout cas. Et je me dis, mais en fait, cette information qu'on a vue passer, cette image qu'on a vue, combien de temps est-ce qu'elle va me rester dans la tête? Et finalement, qu'est-ce que je vais en faire? Et quel est l'impact qu'elle va avoir sur moi? Donc là, désolée, j'ai posé une question. Mais moi, c'est vraiment c'est devenu de plus en plus important pour moi de me dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces images fournies et partagées avec le monde. Quel est l'impact que ça va avoir? Évidemment, il y a eu beaucoup de manifestations et c'est génial que ça ait pu interpeller l'opinion publique comme ça, mais dans la psyché collective, quel est le poids finalement des informations qu'on partage et des images? Est-ce qu'on n'est pas devenu un petit peu immunisé à ça? Je pense qu'à un moment donné, effectivement, la surabondance fait qu'on n'arrive plus à faire le tri. Surtout, on n'arrive plus à hiérarchiser. Effectivement, si on a un nombre incalculable d'informations sur le même sujet, en ce moment, depuis quelques jours, on ne parle plus du tout de l'Ukraine, par exemple. Il y a une espèce de hiérarchisation de l'information qui est dangereuse. Parce que finalement, il suffit qu'on cherche un Premier ministre et on ne parle plus de l'Ukraine, voire de Gaza. Alors on en parle parce qu'il y a quelque chose de très concret. Mais sinon, on peut s'interroger, effectivement, c'est inquiétant quand même. Sur la hiérarchisation de l'information, là pour le coup, c'est le système qui est à remettre en question complètement. Et quand je dis le système, c'est du côté journalistique. Ou quand on a une page de journal à remplir, c'est quand on parle du média traditionnel, mais quand il y a une page de journal à remplir, il y a un nombre de caractères limités et donc on va directement prioriser, etc. Et aussi il y a une sorte d'arbitraire de qu'est-ce qu'on décide de mettre en avant pour le lendemain, et qu'est-ce qu'on enlève, etc., etc. Et ça, c'est le système en lui-même qui pose problème, en fin de compte. En revanche, sur les réseaux sociaux, c'est que c'est tellement facile de détourner le regard. Et je me faisais cette remarque en regardant le film, quand ça prend du temps à reconnecter. Il y a un peu sur les réseaux, peut-être qu'on aurait juste, on serait passé. Parce qu'on est tout le temps dans la rapidité, l'immédiat, etc. Et c'est tellement facile. Et c'est très bien ça qu'elle le laisse. Qu'elle le laisse, et surtout, c'est comme ces 2 heures de film, on est vraiment face au film et on ne peut pas détourner le regard. On vit tout avec elle. Alors qu'en fin de compte, le poids des réseaux, ça a complètement changé notre... mais ça, enfin, je veux dire, on le sait tous, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'on est en train de dire, mais c'est que vraiment, ça a changé notre rapport à l'instant T, à l'information, à l'image, et surtout, c'est 2 ans de travail pour nous désensibiliser de ça. Quand le 7 octobre est arrivé, alors je sais pas pour vos filles, mais vraiment moi il n'y avait que ça et je ne pouvais pas détourner le regard, c'était impossible. Sauf que le temps passe, avance, le feed change petit à petit, mais aussi on n'est pas capable, enfin humainement on ne peut pas regarder que ces images à longueur de journée. Normalement quand on est journaliste, on regarde, enfin sur les fils AFP ou les fils des agences qu'on reçoit en rédaction, on reçoit l'entièreté des photos de conflits, de guerres, etc. Et les photos qui sont ensuite mises en avant pour le lecteur sont des photos qui ont été choisies. Donc en général, on évite de mettre quelque chose qui est trop violent ou trop sanglant. Enfin, il y a une certaine sensibilité à garder, mais nous, on voit tout de l'autre côté. Mais ça, c'est notre responsabilité. Il y a aussi des choix qui ont été faits dans la profession. Et après, les conséquences psychologiques, c'est à nous de les gérer et c'est pas au lecteur. Et là, la différence, c'est qu'avec les réseaux, il y a tout qui est accessible. Et par-dessus, on rajoute la couche de cette... j'ai pas le mot. La dissonance totale entre la pâtisserie versus le génocide. Et c'est fou. Enfin, c'est encore une fois, il y a 2 ans, c'était inimaginable, vraiment. Donc c'est un vrai travail aussi réalisé par les lobbies pro-israéliens qui sont à plusieurs échelles ou à plusieurs niveaux, des applications qu'on utilise, etc. Et donc tout ça, on le sait. Est-ce que vous avez envie de réagir? Non? Des questions?
Moi, je me suis posé une question en voyant le film. Quand le film a été sélectionné à Cannes, il est passé dans une section qui s'appelle l'Acide. C'était un film dont tout le monde disait ça va être un événement, on va beaucoup en parler, son sujet est brûlant et tout ça. Mais son personnage principal était encore vivant. Elle est décédée, je crois, 2 jours après l'annonce de la sélection du film, ou le lendemain. Et d'un coup, je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez, à quel point ça a changé notre perception du film. Parce que ça change en fait une vie en destin d'un coup. C'est plus la même chose. Moi, j'ai l'impression que c'est horrible à dire, mais que ça rend malheureusement le film encore plus fort dans son propos. Parce que le propos, c'est de dénoncer ce qui se passe. Et en assassinant la personne qui nous fournit ces images avec une joie, quand bien même sans avoir le choix de la vivre, elle est là, elle fait ça, et de se dire qu'on l'assassine, alors que le film de toute façon il est là, il existe et il va être diffusé, donc on l'assassine ou pas, finalement son travail est là. Donc c'est vraiment pour dire voilà ce qu'on fait aux gens qui parlent. Pour moi, c'est vraiment, ça vient marteler, c'est vraiment le dernier coup de marteau sur ce que voulait dire la réalisatrice. Et en même temps, c'est un malheur inouï, parce qu'elle est morte avec tous les membres de sa famille. Oui, non, mais c'est la question que je me posais, c'est que d'un coup, ça donne une dimension complètement, pas irréelle, au contraire, très réelle, mais complètement folle, quoi. Et d'ailleurs, on voit on voit à la fin qu'en fait le tournage était terminé depuis longtemps, en fait. Que c'est arrivé, c'était pas juste ils avaient pas tourné la veille, quoi. Que c'était quelque chose qui. Oui, tout à fait. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Dans le sens où évidemment ça change notre perception, mais on ne saura jamais quelle aurait été notre perception si elle avait été encore vivante. Donc c'est dur de répondre à ça. Et on peut parler du film en tant que film, mais c'est dur de le prendre juste, tout seul, sans avoir cette dimension humaine de se dire on aurait aimé qu'elle reste en vie, etc. Oui. etc. Donc je sais pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si elle avait été en vie, ou que ce soit maintenant, alors qu'elle est décédée, assassinée, c'est que c'est un bout d'archive d'histoire. Et c'est aussi ça, toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux et qu'est-ce qu'on en fera. C'est un travail d'archive qui peut-être, là maintenant, on ne se rend pas compte, mais dans 50 ans, dans, je sais pas, peut-être plus, en fait, tout ça, ça va nous servir pour... un jour, il y aura justice. Enfin, moi, je refuse de croire qu'il n'y aura pas justice. Et on aura les preuves, et on aura des témoignages comme celui de Fatemeh, on aura des témoignages comme ceux de toutes les personnes qu'on a vues sur les réseaux, et des personnes qui ont pu sortir, mais aussi des personnes qui sont décédées. Et il y a une raison pour tout ça. Enfin, au bout d'un moment, on comprendra pourquoi est-ce qu'on a toutes ces images, et pour avoir justice pour les Kasavis. Est-ce que vous avez j'allais dire un mot de conclusion, mais c'est un peu réducteur, mais est-ce que justement dans ce débat sur la façon dont les choses évoluent, parce qu'on est aussi dans une évolution technologique phénoménale, vous parliez de l'intelligence artificielle, ce qui est très très grave dans l'intelligence artificielle, effectivement, c'est que ça peut complètement changer notre vision de la vérité en faisant qu'il n'y a plus de vérité. Et ça, c'est plus qu'un rempart. Enfin, là, on casse une digue, c'est terrible. En tant que journaliste, moi en tout cas personnellement, c'est un combat quasi quotidien dans les écoles, mais pas que dans les écoles, même auprès de publics adultes.
j'ai l'impression que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de prendre, autant que faire se peut, le temps, quand on est face à une image ou à une information, juste se dire, attends, l'esprit critique, ça se développe, mais il y a une petite voix en nous qui peut se dire, attends, qui dit ça? Qui parle? Dans quel contexte je suis? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement bien fait que moi, je reçois tous les jours des messages de membres de ma famille qui m'envoient des vidéos. C'est des voix faites par l'IA, donc moi, c'est facile pour moi de savoir que c'est une voix fabriquée par ordinateur. Mais pour ma mère, pour mes tantes, elles ne savent pas trop. Donc, c'est aussi de prendre le temps de dire aux gens autour de nous, faites attention quand vous recevez ça, vous entendez que c'est une voix un peu robot. Juste regardez si ça correspond à ce que les lèvres disent, mouvement des lèvres, des choses comme ça. Parce que ça va extrêmement vite. C'est de mieux en mieux fait. Et si on vit dans un monde, et on est en train de vivre dans un monde, de s'installer dans un monde où le paradigme autour de la vérité, complètement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître. Pour moi, ça, c'est le plus grand danger qu'on encourt tous en tant que collectif. Si on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ça va être dramatique pour les décisions qu'on va prendre en tant que société. J'ai même pas envie de voir ce que ça va donner. Mais du coup, je sais qu'on a, nous, un pouvoir en tant que personne, être humain. Il nous reste l'intuition, quand même, qui n'est pas fabriquée, qui n'est pas touchable par un ordinateur. Notre intuition, elle est là. Moi, je ne peux qu'exhorter tout le monde à s'en servir, à l'aiguiser plus possible. Parce que pour nous, en tant que journalistes, on ne va pas rentrer dans ce débat tout de suite, mais ça devient de plus en plus difficile d'écrire, de dire les choses. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui deviennent indépendants. Vivre du journalisme indépendant, c'est extrêmement difficile. Il faut payer le loyer, il faut remplir le frigo. Ça devient très dur. Donc, on essaye, mais il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience collective sur ce qui est en train de se passer. C'est pas juste les réseaux sociaux, c'est drôle. C'est vraiment énormément de choses éminemment importantes pour notre société en général, au global, qui passent à la trappe parce qu'on n'est plus là pour en rendre compte. En tout cas, on ne veut pas trop qu'on soit là pour en rendre compte. Donc, voilà, moi, si ce genre de film, quand il y a des cinéastes qui prennent le temps et le risque de le faire, moi, ça me met en joie. Mais il faut aller voir ces films. Julie? Moi, elle a tout dit sur l'intelligence artificielle. Je vais pas partir là-dessus. Juste pour... moi, j'ai juste le lié au film et à l'actualité, en fin de compte. C'est de suivre au plus près, vraiment ce qui se passe ces prochains jours, parce que vraiment, certes, il y a un plan qui vient d'être ratifié ce matin par... désolé. Il y a un plan qui vient d'être ratifié ce matin par la Knesset, le Parlement israélien, pour le plan de paix, mais il y a encore... c'est une étape qui, en fin de compte, il y a encore beaucoup d'étapes derrière, et ces prochains jours vont être extrêmement décisifs sur qu'est-ce qui se passe par la suite, et donc vraiment, c'est pas fini. Et que là, on a le cessez-le-feu qu'ils n'avaient pas dans ce film, mais qu'en fin de compte, déjà dimanche, on verra ce qui se passera en Égypte, et après, on verra pour la suite. Je crois qu'il y a une question là-haut. C'est pas une question, c'est plus une réflexion, un message. Justement, cet accès à l'information, ça donne, je trouve, à chacun une responsabilité. On a envie d'aider les peuples dans le besoin, que ce soit Gaza, l'Ukraine ou encore d'autres pays qu'on parle très peu, malheureusement. Et je pense que chacun veut pouvoir aider ces pays, ces populations qui sont vraiment qui vivent quelque chose vraiment de terrible. Et nous, on se sent plutôt assez bien de notre vie. C'est vrai, on aimerait pouvoir leur faire profiter de ces moments. Et je pense que la réalisatrice, son moyen à elle d'aider, c'est d'avoir réalisé ce documentaire qui est franchement...
magnifique, même si ça serait pas le bon mot pour expliquer la situation. Mais pour toutes les personnes qui se demanderaient ce qu'ils veulent faire pour aider, des personnes manifestent, des personnes réalisent des films, des personnes écrivent des livres. Et je pense que le plus beau message de ce documentaire, c'est de témoigner et en même temps de pouvoir aider sans être avec les personnes qui souffrent. Donc, personnellement, que ça soit pour des populations ou même des inégalités dans la société, mon moyen d'aider, ça sera de réaliser des films et j'y crois plus que tout, même si c'est quelque chose de très dur. Et pour toutes les personnes qui se demanderaient comment aider, eh ben écoutez, c'est très simple, déjà se poser la question, c'est trouver une réponse. Bravo. Bon, mais je crois qu'il nous reste à vous remercier pour ce débat et ces échanges.